On t'a sûrement déjà dit, le railroading c'est mal. Sauf que la vraie question c'est pas rail ou pas rail. La vraie question c'est est-ce que tes joueurs gardent le volant? Aujourd'hui, je te montre comment éviter le railroading qui casse la confiance. Parfois sans que tu t'en rendes compte. Le piège. On mélange structure et contrôle. Déjà, il y a deux discussions différentes. La première, c'est la structure. Une aventure peut être linéaire, avec un objectif clair, avec un arc, ou alors avec un final que tu as déjà imaginé. Et ça, c'est pas automatiquement un problème, parce que linéaire ne veut pas dire forcé. Ça veut juste dire il y a une direction. La deuxième discussion, c'est le contrôle en jeu. Et là, c'est le vrai danger. Pas le scénario, pas l'arc, mais l'instant où tu retires aux joueurs la capacité de décider, d'agir ou même de ressentir comme ils le veulent. Donc pour être clair, une aventure peut être sur des rails, tant que les joueurs choisissent comment ils avancent, à quel prix et avec quelles conséquences. Regarde, je vais te montrer un rail sain, la direction est claire, mais les choix sont réels. Ce soir, vous jouez un casse au fort Cormoran. C'est le pitch, c'est la promesse de la séance, ok? Maintenant, la liberté commence. Vous passez par l'entrée officielle ou vous prenez le risque social? Vous infiltrez le fort par une porte latérale et vous prenez le risque de bruit? Ou vous créez une diversion en ville pour vider une aile? Vous cherchez peut-être un complice. Le but est fixe, mais la route, le tempo et les dégâts collatéraux, c'est vous qui les choisissez. Donc structure, ok, mais contrôle, attention. Et pour repérer le contrôle toxique, on a un test d'une simplicité presque insultante. Le test en or. Ta narration décrit-elle le monde ou joue-t-elle le perso? Le railroading le plus courant n'est pas brutal. Il est poli, bien intentionné et souvent invisible. Il arrive quand ta narration devient directive au lieu d'être descriptive. Descriptive, ça veut dire que tu décris ce qui est là. Tu décris l'ambiance, les signaux, le danger. Directive, ça veut dire que tu décris ce que le personnage fait ou ressent à la place du joueur. Et le vrai piège, c'est que ça peut tenir en un seul mot. Tu as peur, tu recules, tu hésites, tu te sens coupable, tu n'oses pas. Même si c'est logique, même si c'est réaliste, tu viens de prendre le volant. Alors que tu peux dire la même chose sans voler la main. Tu remplaces la réaction imposée par une information sensorielle et tu rends la décision. Je te montre une scène d'ambiance, mêmes intentions, 2 phrases, 2 effets. Vous ouvrez la porte de la crypte. Version descriptive, tu recules, c'est trop angoissant. Ok, tu vois, là, c'est moi qui ai joué son perso. Version descriptive, un froid sec glisse dans la pièce. L'air sent la pierre mouillée et le silence est tellement épais que tu entends votre souffle. Et ensuite, je rends la main. Tu fais quoi? S'il recule, c'est son choix. S'il avance, c'est aussi son choix. S'il plaisante pour se rassurer, c'est à nouveau son choix. Et la scène devient plus immersive, pas moins. Tu vois la puissance du truc? Tu gardes la narration, tu gardes l'ambiance, mais tu rends le contrôle. Et là, on arrive au point qui fait très mal, parce qu'il explique plein de tables frustrées. Le railroading qui tue la table, c'est souvent une accumulation. Un micro-railroad isolé, ça passe. Personne ne s'arrête pour faire un procès. Le problème, c'est la répétition. Quand toute la soirée, tu rajoutes des petits « tu bouges le perso à leur place » ou des petites phrases qui ferment les options. Tu n'oses pas, tu te tais, tu acceptes, tu recules. Tu comprends que c'est impossible. À la fin, les joueurs ne savent même pas expliquer ce qui cloche. Ils sentent juste que le jeu est verrouillé, comme si leur décision était décorative. Et il y a une vérité un peu dure, mais super libératrice. Ton intention n'a pas d'importance. Tu peux être bienveillant, tu peux vouloir aider,
Si l'effet, c'est qu'il perd de la main, c'est du railroading. Donc, ton meilleur réflexe, c'est un micro-contrôle qualité en direct. Dès que tu t'entends dire « tu », tu te demandes « est-ce que je viens de décrire le monde ou est-ce que je viens d'écrire son personnage ?» Je te montre comment corriger ça en temps réel, sans casser le flow, sans faire une excuse de 3 minutes. Je dis « tu recules, c'est trop dangereux ». Et je me reprends tout de suite. Ok, attends. Le sol vibre à peine. Comme si quelque chose bougeait derrière le mur. La torche fait une ombre qui se tord sur la pierre. Tu fais quoi? Et là, le joueur reprend le volant. Il peut reculer, il peut avancer, il peut appeler les autres. Il peut lancer investigation pour comprendre ou perception pour repérer un détail. Et quoi qu'il se passe, c'est lui qui choisit le mouvement. Si ça te sert, abonne-toi. Mais un like, ça m'aide énormément. Et en commentaire, dis-moi juste un truc. Est-ce que tu t'es déjà surpris à jouer la réaction d'un personnage joueur sans faire exprès? Ok, maintenant qu'on sait reconnaître le railroad toxique, on peut parler du railroad utile. Celui qui aide vraiment une partie. Le bon railroading. Tu guides le cadre, jamais la réponse. Si tu veux guider sans voler les choix, garde cette règle en tête. Tu peux imposer des situations, tu ne dois pas imposer des décisions. Tu peux dire « une patrouille arrive »,« le pont tremble »,« le noble vous accuse »,« le rituel commence ». Ça, c'est le monde qui vit, mais tu ne dis pas « du coup, vous vous rendez »,« du coup, vous acceptez »,« du coup, vous fuyez ». Ça, c'est jouer leur perso. Donc le guidage sain, c'est du cadrage. Mets une caméra, tu poses un enjeu, tu mets une pression et tu demandes « qu'est-ce que vous faites ?» Et pour que ce soit vraiment propre, il te manque une pièce. L'échec qui fait avancer. Parce que le railroading toxique naît souvent d'un MJ qui bloque un jet raté. Vous ratez donc vous ne pouvez pas. Et là, il force une seule route. Toi, tu fais l'inverse. Réussite, ça marche proprement. Échec, ça marche, mais avec un coup. Du bruit, du temps, une trace, un rival, une alerte. Et soudain, tu n'as plus besoin de forcer personne. La fiction avance toute seule. Je te montre un cadrage très fort, et pourtant, les joueurs gardent tout le contrôle. Fort Cormoran, vous êtes à l'arrière. Une ronde arrive dans 1 minute. Je cadre. Le couloir est étroit. 2 portes. Une alcôve sombre. Et au bout, une lanterne se rapproche. Je rends la main. Vous faites quoi? Se cacher, un jet de discrétion. Bluffer un statut, un jet de tromperie. Faire diversion, un jet de représentation si ça colle. En cas de réussite, vous passez clean. En cas d'échec, vous passez quand même. Mais la ronde retient votre silhouette. Plus tard, quelqu'un vous reconnaîtra. Ça, c'est du guidage fort. Mais c'est pas du vol, parce que la décision reste chez les joueurs. Et parce que l'échec n'est pas un mur. Quand guider est nécessaire. Sauver l'élan sans confisquer. Il y a des moments où guider, c'est du respect. Quand la table n'ose pas décider, quand elle est noyée sous des options, ou alors quand elle tourne en rond, peut-être même quand l'énergie tombe. Dans ces moments, tu ne dois pas inventer un choix. Tu dois rendre le choix existant lisible. Tu simplifies l'information. Tu rappelles l'urgence. Tu poses 2 options claires et tu laisses trancher. Le point important, c'est que tu ne tires pas vers ton résultat. Tu éclaires le terrain. Tu rallumes la partie. Je te montre comment remettre une table en mouvement sans la pousser dans un couloir. Mine Ventoile. Les joueurs ont des pistes partout. Ils discutent depuis 10 minutes. Je recadre. Ok, là, vous avez une piste chaude et une piste froide. La piste chaude, le contremaître est là, maintenant. La piste froide, les archives, ça prend des heures. Qu'est-ce que vous faites? S'ils interrogent, un jet de perspicacité pour lire le mensonge. S'ils fouillent, un jet d'investigation pour trouver la trace. Dans les 2 cas, le jeu avance. Et c'est leur choix qui décide du type de scène. Ainsi, tu viens de guider, mais tu n'as pas forcé. Et il reste un dernier point qui transforme tout. La frontière n'est pas un bouton on-off.
La frontière est un curseur et tu peux la régler en direct. Parfois, c'est ambigu, parfois tu vas te tromper et c'est normal. La bonne manière de le voir, c'est un curseur entre je décris et je décide. Quand tu sens que tu es allé trop loin, tu as un correctif simple. Tu reviens à la description, puis tu poses la question. Et tu peux même le dire naturellement, sans casser l'ambiance. Je te laisse la main, tu fais quoi? Cette phrase, c'est une clé. Elle rend le volant instantanément. Ça peut donner quelque chose du genre « je décris, je m'emballe, je dis un tu de trop ». Je reviens. Ok, ce que tu ressens, c'est un froid sec et une tension dans la pièce. Je te laisse la main. Tu fais quoi? Et c'est reparti. Oui, le railroading peut être bon si tu parles de structure, de rythme, de cadrage. Mais le railroading qui détruit une table, c'est celui qui retire aux joueurs la liberté de choisir, d'agir ou de ressentir. Donc, retiens ça. Décris le monde, pas les réactions. Guide le cadre, pas la décision, et fais avancer l'histoire, même sur un échec. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésite surtout pas à t'abonner. Mets un like si ça t'a aidé, et en commentaire, dis-moi simplement. Toi, tu guides plutôt fort ou large? Et qu'est-ce qui va changer dès ta prochaine partie?